Bonjour à tous, l'hiver est à nos portes, alors quoi de mieux qu'un bon feu de bois pour se réchauffer? Eh bien cette semaine, dans Waldorado, on vous emmène du côté de Bois de Villers, chez Stuv, qui conçoit des poêles à bois et des inserts. Bonjour Michael. Bonjour Laura, bienvenue chez Stuv. Merci beaucoup pour l'accueil. Avec grand plaisir. Alors tu es le directeur général adjoint de Stuv. Peux-tu me présenter l'entreprise? Oui, alors Stuv d'abord c'est un nom wallon, donc vous êtes bien tombé pour votre émission. On Stuv en wallon, ça veut dire un poêle. Ok, alors aujourd'hui vous êtes une marque très bien établie, mais comment tout a commencé? Alors ça a commencé en 1983. À l'époque, on sortait des crises pétrolières, c'était les marées noires, c'était les guerres. Et Gérard Pitance, à l'époque, veut se chauffer, mais évidemment pas aux énergies fossiles. Okay. Et ne trouvant pas ce qu'il souhaitait sur le marché, il s'est dit je vais le dessiner moi-même. En tant que designer industriel, il s'est mis à dessiner un poêle. Et c'est comme ça que tout a commencé. Magnifique. Et aujourd'hui, en termes de chiffres, Stuv, ça représente quoi? Alors Stuv, c'est 50 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le groupe, répartis sur l'Europe et l'Amérique du Nord. Et en termes de personnel, on est entre 150 et 160 personnes. Alors l'Amérique du Nord, il se passe quoi en Amérique du Nord? Bien, en 2007, on a un monsieur qui est venu nous trouver, qui nous a dit écoutez, j'adore vos produits, je voudrais importer vos produits en Amérique du Nord, au Canada. On a commencé à faire du business avec lui, et puis il a développé l'entreprise localement, on l'y a aidé aussi. Et puis ça s'est développé, on en a fait une filiale, et aujourd'hui, on produit des Stuv là-bas au Canada, et on distribue sur toute l'Amérique du Nord. Super. Et en Wallonie, vous avez plusieurs sites, c'est bien ça? C'est ça. On a un site ici à Bois de Villers, on a un site à Floref, à quelques kilomètres d'ici, et puis à Thoin, dans le Hainaut. Et je pensais aussi aux différentes crises. Je pense au Covid, à la crise énergétique qu'on a vécue. Ça a dû quand même vous aider dans votre domaine. Oui, tout à fait. On a quand même bien profité quelque part de ce mouvement de panique, entre guillemets, puisque en 2020, après le Covid, les gens se sont un petit peu recentrés sur leur habitat. Et puis, la crise de 2022, avec la guerre en Ukraine, les prix flambent, c'est le cas de le dire. Ouais. Et donc, évidemment, les gens se tournent vers une chaleur plus rassurante, avec une énergie locale qui est moins chère, qui est le bois, et qui est en plus renouvelable. Alors vous êtes très présent en Belgique, est-ce que vous exportez également? En fait, notre production est exportée à 80% dans le monde entier, donc en Europe, en Amérique du Nord, mais aussi un peu en Australie et au Japon. Et quelles sont vos ambitions? Les ambitions, c'est toujours de se développer là où on n'est pas encore, donc par exemple en Scandinavie, l'Europe du Nord, un marché très concurrencé, avec des marques locales qui sont très fortes, donc c'est un défi, mais on va le relever. Et puis en Allemagne, là où les normes sont très strictes, c'est un marché difficile à pénétrer, et puis les Allemands aiment bien acheter aux Allemands, donc, mais on est aussi paré pour le défi. Eh bien, merci beaucoup Michael pour l'accueil. Bonjour Thomas. Bonjour Laura. Alors Thomas, tu es manager sciences et technologies. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on retrouve concrètement dans les poêles à bois? Alors on peut retrouver différentes choses. D'abord en termes technologiques, il y a les aspects de conception des chambres de combustion, donc leur architecture, la manière dont on va amener l'air à différents endroits de la chambre pour brûler le bois de manière optimisée. Ouais. Il y a des choix de matériaux qui à certains moments nécessitent des études scientifiques pour optimiser les matériaux qu'on va utiliser. Il y a tous les aspects de régulation des appareils, puisque sur certains appareils comme les appareils à granulés aujourd'hui, on est capable de piloter ces appareils avec de l'électronique qui va optimiser tous les paramètres de combustion. Et puis enfin, aujourd'hui, on développe aussi des technologies qu'on appelle d'abattement des émissions, donc qu'on peut installer sur certains appareils et qui réduisent très fortement l'impact, notamment sur l'environnement. Est-ce que l'énergie bois a encore sa place aujourd'hui? Ouais, j'aurais envie de dire plus que jamais, parce qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, l'Europe est quand même très dépendante énergétiquement du reste du monde. On importe plus de 60% de notre énergie aujourd'hui en Europe. Okay. Et dans le domaine de la chaleur, aujourd'hui, il y a plus de 75% de l'énergie qui est produite encore par des énergies fossiles. Et dans une perspective de sortie des énergies fossiles, les énergies renouvelables sont importantes. Et sur la part d'énergie renouvelable aujourd'hui, il y a 20% qui est couverte par la part bois énergie. Donc c'est une partie très très importante. L'avantage, c'est que c'est une énergie qu'on peut produire localement. Est-ce que c'est pertinent de brûler du bois? On ne pourrait pas en faire autre chose? Alors, on peut en faire plein d'autres choses. En fait, on a tort
d'opposer l'utilisation bois-énergie à l'utilisation, par exemple, pour faire de l'abeublement. Il faut se rendre compte que si on observe un arbre, on va voir que l'arbre possède un tronc qui est relativement droit, qu'on peut valoriser pour des scieries, par exemple, pour en faire des planches. Par contre, il y a toute une série d'éléments comme les branches qui ne sont pas suffisamment droites ou grosses pour en faire vraiment du bois d'œuvre. Et cette partie-là, en fait, est valorisée en bois-énergie. On considère que sur un arbre, il y a 50% qui va pouvoir partir en bois d'œuvre, et puis les 50 autres pourcents sont des sous-produits qu'on utilise notamment en bois-énergie. Alors ici, on est dans votre usine de Bois de Villers. Qu'est-ce qu'on y fait concrètement? Alors on va réaliser l'assemblage des appareils. Donc on reçoit tous les composants de nos usines partenaires. Et ces composants, en fait, on va les rassembler pour en faire un poêle. Donc il y a certains éléments qui vont être soudés, les chambres de combustion, et puis on va les peindre, on va assembler des éléments comme les portes sur lesquels on va mettre des joints pour vraiment apporter la touche finale au produit, l'emballer et puis le mettre dans nos stocks pour l'expédier en Belgique, en Europe, mais même outre-Atlantique. Et les poêles qui sont ici, ils font quoi justement ici? Alors, ils sont à une étape de la production. Donc, on voit ici, ce sont les chambres dans lesquelles va brûler le bois, mais qu'on va garnir de toute une série d'éléments qui vont avoir un effet réfractaire, donc conserver la chaleur dans les foyers, optimiser la combustion. On va y ajouter des portes, des parements, enfin toute une série d'éléments pour finir le produit. Merci beaucoup Thomas pour tes explications. On va faire une petite pause et puis on va retrouver Marie pour parler design. Bonjour Marie. Bonjour. Alors Marie, tu es design manager et c'est vrai que dans ce domaine, vous avez été précurseur en fait. Oui, c'est vrai que le design est ancré depuis les débuts dans la société STUV. Ça fait vraiment partie intégrante de l'identité. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, le rôle d'un designer, il n'est pas uniquement lié à l'esthétique d'un poêle. Effectivement, on va plus loin que l'esthétique. On travaille même en amont de la conception. On pense comment faciliter l'utilisation du produit, comment rendre plus agréable l'entretien de l'appareil, comment est-ce qu'on peut le charger plus facilement, comment est-ce qu'à la production, ils peuvent produire plus efficacement, comment l'installateur va pouvoir avoir plus facile aussi à installer l'appareil. Donc ça englobe plus d'aspects que l'esthétique, évidemment. Oui. Et vous êtes combien dans ton département ? Mais donc en recherche et développement, on est 15 personnes, dont 4 designers produits. Et je me demandais en fait concrètement, comment se passe l'élaboration d'un nouveau projet ? Tout concept en fait naît d'un besoin qui n'a pas de réponse ou d'une frustration qui a été identifiée, que ce soit du marché ou de notre propre observation. Ensuite, on élabore un cahier de charges qui prend toutes les contraintes en compte de fabrication, contraintes d'architecture, les nouvelles normes, etc. Et de ces contraintes-là, après, on propose des solutions qui répondent à ce cahier de charges. Ouais. Et alors, avec toute la recherche et développement, assez vite, on fabrique des maquettes, des prototypes, pour pouvoir inviter les autres départements et également des futurs utilisateurs pour pouvoir les faire interagir avec ce prototype. Une fois que le concept est validé, on est parti pour le développement proprement dit. Et ça prend combien de temps ? Ça peut prendre 2 ans pour un produit où le cahier de charge est assez contenu, où la maîtrise en interne existe. Mais ça peut aller jusqu'à 5 ans quand il s'agit d'un concept vraiment nouveau ou d'une technologie qu'on n'a pas encore, par exemple, en interne. Mais est-ce que innovation et écologie, c'est compatible ? Justement, en tout cas, chez STUV, on essaye vraiment d'exploiter l'innovation au service justement de l'écologie. Donc début 2025, on va sortir un nouvel appareil qui justement réinvente un peu la manière dont on envisage les appareils à pellets. Donc il y a vraiment cet accent sur la vue sur le feu qui a été vraiment très travaillé. Donc on a vraiment ce souhait de convertir les gens à se chauffer renouvelable grâce à ce nouveau concept. Super, merci beaucoup Marie. Je te souhaite une bonne continuation. Merci. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Laura. Alors Jean-Jacques, tu es responsable du développement des points de vente. Donc dis-moi tout. Si moi je veux me procurer un poêle STUV, comment je fais ? Une chose la plus facile, c'est de te rendre sur notre site internet stuv.com. Tu fais une recherche géolocalisée avec ton code postal et on va te proposer plusieurs revendeurs à proximité de ton lieu d'habitation. Ok. Vous avez beaucoup de points de vente ? Alors, sur la Belgique, on a une 50aine de revendeurs officiels STUV. Alors, la première catégorie de points de vente qu'on a, c'est ce qu'on appelle un STUV dealer. C'est un revendeur STUV
multimarques dans lequel quelques appareils STUF sont exposés. Alors on a une deuxième catégorie de revendeurs et de partenaires STUF qu'on appelle les STUF Studios. Et donc eux dédicacent un espace de plus ou moins 40 mètres carrés dans leur point de vente dans lequel on a recréé l'univers de la marque. La dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle les STUF House. Et là, ce sont des revendeurs STUF 100%, donc ils ne vendent que la marque STUF. Ils sont vraiment les ambassadeurs de la marque qui vont te permettre d'avoir l'expérience consommateur la plus complète et donc tellement d'être en immersion au niveau de nos produits et de l'expérience STUF. C'est important pour STUF d'avoir des points de vente exclusifs? Alors oui, d'abord pour qu'on soit cohérent par rapport à toute la stratégie de communication. On voulait que quand le consommateur arrive dans un point de vente, il n'y ait pas une espèce de rupture entre ce qu'il perçoit sur Internet, sur les magazines et sur les différents médias sociaux, et que quand il arrive dans un point de vente, on ait quelque chose qui corresponde à notre image de marque, avec en plus les conseils personnalisés de vrais professionnels. Allez, j'ai encore une toute dernière question. C'est quoi la différence chez STUF? Bon, alors d'abord, STUF, c'est un produit qui est 100% belge. Ça, je pense que c'est quand même très important. Ouais. C'est un produit qui est une marque qui a des valeurs. Donc, c'est d'abord des valeurs qui tournent autour de l'économie sociale. C'est des valeurs qui tournent autour du recyclage. C'est des valeurs qui font que, finalement, nos appareils se trouvent en harmonie, j'ai envie de dire, avec leur environnement. Et moi, qui suis architecte d'intérieur, je pense qu'une des valeurs les plus importantes aussi d'un STUF, c'est que ce n'est pas une mode, en fait, un STUF. Un STUF, c'est quelque chose qui s'intègre parfaitement dans tous les types d'architecture. Et finalement, c'est un objet, mais qui n'a pas une présence qui est trop forte. Et donc, il va s'harmoniser avec l'ensemble des habitats. Super, merci beaucoup Jean-Jacques. On va retrouver Michel Collignon, responsable du développement industriel. Bonjour Michel. Bonjour Laura. Alors Michel, pour clôturer cette émission, on se trouve sur cette passerelle dans l'usine et tu es en charge du développement industriel. Et si j'ai bien compris, l'objectif c'est de continuer à se développer et ne pas se reposer sur ses lauriers. Oui, tout à fait. Il est important pour nous de suivre l'évolution technologique. Donc l'outil de production doit évoluer dans le même sens. Actuellement, on est un petit peu à l'étroit, d'ailleurs notamment sur le site de Thoin et de Bois-de-Villers. Et on a décidé d'investir dans nos infrastructures, alors respectivement sur 2 et 3 millions d'euros pour la partie bâtiment en termes de surface, de capacité de production. Et si on y intègre globalement les machines, ce sera plutôt un budget de l'ordre de 10 millions d'euros sur les 3 prochaines années. Ah ouais, pas mal ça. Ouais. J'ai entendu dire aussi que parfois vous arrivez même à breveter vos outils, à les vendre. Oui, tout à fait. On recherchait une interface spécifique pour pouvoir lier le magasin à la cellule de pliage automatisée. Alors, en termes de fonction, qu'est-ce que c'est? C'est une machine qui doit faire le lien entre deux autres. Et on ne l'a pas trouvé chez les fournisseurs standards. Ils n'en avaient pas pour pouvoir répondre aux fonctions qu'on recherchait. Alors, fort de notre R&D, on a décidé de la conceptualiser, de la réaliser et de la fabriquer nous-mêmes. Et d'ailleurs, on est même convaincu qu'elle pourra avoir d'autres applications dans d'autres domaines industriels. Et c'est pour ça qu'on a déposé 3 brevets, notamment sur le sujet. Donc les outils vont évoluer, donc les métiers aussi, du coup. Oui, tout à fait. Donc l'homme, pour nous, a vraiment une place centrale, surtout dans une unité familiale comme chez nous. Donc, ils devront évoluer en fonction des technologies, c'est-à-dire que les métiers qui seront parfois lourds, fastidieux, où les charges sont répétitives, tout ça va être automatisé et leur métier va migrer sur des fonctions un peu plus sympas, un peu plus intellectuelles, du style du suivi de process, du contrôle qualité et même de la programmation. Donc on va avoir besoin quelque part de leurs connaissances, évidemment, mais on va les exercer dans d'autres types de fonctions qui seront en adéquation avec l'évolution des machines. Merci beaucoup Michel. Je t'en prie Laura. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pépite wallonne. Ciao.